Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. C'est un dossier dont on parle depuis des décennies et qui refait surface. Le grand contournement verra-t-il le jour? L'encombrement de la métropole est aujourd'hui un problème majeur et un enjeu politique prioritaire. Bordeaux, ville lumière, Bordeaux, ville qui attire, a-t-elle les moyens de son ambition millionnaire? Les infrastructures routières, ferroviaires, mais aussi le logement sont sous tension. Quelles sont les réponses possibles? On en parle avec mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Nicolas Florian, adjoint au maire de Bordeaux, également secrétaire départemental des Républicains, un parti en reconstruction lâché par certains de ses leaders historiques et dont il nous dira comment il voit son renouveau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Florian, merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Alors Bordeaux est une ville aujourd'hui qui attire tous les regards sur elle, beaucoup de Parisiens y viennent. Est-ce que pas que des Parisiens, pas seulement. Est-ce que cette ville ne paye pas aujourd'hui la rançon de son succès? Alors on va évidemment parler des infrastructures, mais il y a évidemment aujourd'hui ce point noir qui est la circulation dans Bordeaux et dans la périphérie. La mobilité en général, et c'est vrai à Bordeaux comme c'est vrai dans beaucoup de métropoles en France, parce que on s'aperçoit qu'il y a eu un développement très important sur ces 15 dernières années des pôles de centralité. Bordeaux est un pôle de centralité dans son agglomération, avec un rayonnement départemental, régional et maintenant national, comme vous le disiez. Donc ça porte des conséquences que nous devons et nous avons appréhendées, mais qui maintenant doivent se traduire par des décisions fortes. Je pense à la mobilité, vous y faisiez allusion, et nécessairement, et c'est le discours qui est porté par Alain Juppé depuis de nombreux mois, le dossier du grand contournement, ou contournement, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, dossier qui date, il faut bien le dire. Ça a été enterré en 2003, 2004. Le premier grand débat avait lieu en 2003, et c'est vrai qu'à l'époque, ça avait été un petit peu exalté autour du tracé plus que sur son principe. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une rocade bien qui est congestionné. Il faudrait passer à 2 fois 3 voies, c'est en cours, mais c'est en cours. C'est pas fini. Et j'en profite d'ailleurs, moi je ne suis pas là pour égratigner les uns et les autres, mais je lisais ce matin dans un grand quotidien que M. Rousset expliquait qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, mais enfin qu'est-ce qu'il a fait? Et il a dénoncé l'absence de planification urbaine de la métropole. Oui, ça, il a été président de l'agglomération de 2004 à 2007. M. Feltes, qui était un de ses proches, a été président de 2007-2017, à 2014. Pardon. C'est facile aujourd'hui de donner les bons points ou ne pas les donner. Il a des responsabilités dans tout ça. Qui est le patron du rail dans l'Aquitaine? C'est le président de la région. C'est lui qui contractualise avec la SNCF. Plutôt que de mettre 500 millions d'euros sur Pau-Canfranc, autant les mettre sur le TER. La SNCF qui d'ailleurs dans le contrat plan État-région n'est pas toujours très engagée comme elle devrait l'être. C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité, oui, celui qui l'a signé. D'ailleurs, on parle du contrat de plan État-région. La région Aquitaine, enfin l'ex-région Aquitaine, n'a pas mis 1 euro sur le volet routier. L'élargissement à 2 fois 3 voies, il serait peut-être fini sur la rocade si la région avait mis 1 euro. Voilà. Donc aujourd'hui, justement, on est sur le contournement ferroviaire de la ceinture bordelaise dont parle Alain Rousset. Est-ce que c'est quelque chose qui est recevable? Moi, je pense que, et c'était aussi le débat de 2003 sur le contournement routier, il faut que l'on adosse des fuseaux pour le rail et un fuseau pour la route. Après se posera la question du tracé est-ouest, on n'est pas encore là, mais au moins remettre sur la table ce projet en ayant conscience que c'est un projet à 10-15 ans, mais plus on attend et plus on retarde la réalisation de ce projet. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont particulièrement contre s'agissant de l'automobile, mais enfin moi je fais confiance à l'intelligence humaine et un jour on aura des automobiles propres, des camions propres. La réalité maintenant c'est qu'on a 15 000 véhicules poids lourds qui font du transit. Est-ce qu'il faut les interdire aux heures de pointe, par exemple, les poids lourds, comme certains ça peut être une idée, mais en tout cas, les dévier et que ce flux soit dévié d'aujourd'hui, une rocade qui est en fait quelque chose qui draine l'agglomération, qui n'est plus qu'un système de transit, c'est un drainage de l'agglomération. Donc, le vrai enjeu, c'est de pouvoir écarter, le terme est peut-être mal choisi, les poids lourds de la rocade. Il faut aussi relancer les discussions avec le port ou sur le port, la vocation du port. Aujourd'hui, on a un port de Bordeaux qui décline d'année en année. On est maintenant après la 10e place. Et moi, je préconise d'ailleurs, comme Alain Juppé, que la région récupère le port de Bordeaux. L'État se désengage, on ne sait pas encore, d'accord. Voilà, mais que tout ça... Vous souhaiteriez que ce soit la région qui récupère la responsabilité. Ça serait logique. Il y a le port de Bayonne, on aurait le port de Bordeaux, La Rochelle, il y aurait une vraie logique. Donc tout est lié. C'est ce qu'a dit le Premier ministre d'ailleurs. Bien sûr, il est lucide là-dessus. Il y a une logique globale, le faire, la route,
les voies navigables. C'est pour ça que c'est la mobilité en général dont il faut parler, et que là-dessus, les grands présidents, que ce soit le président de la région, le président du département, le président de l'agglomération, y aillent en franc commun avec l'État et qu'on commence à discuter de tout ça. Il y a urgence à créer un vrai syndicat de transport. Oui, c'est ce que demandait Alain Juppé en urgence. Un vrai syndicat de transport à l'échelle de la Gironde. Le président Glaise dit la même chose. Alors, le président Rousset engage une discussion sur un syndicat sur les 12 départements. C'est sûrement utile, mais l'urgence, c'est le département. Alors chacun y va d'ailleurs de sa recette. Vous parliez du département. Jean-Luc Glaise va produire un rapport. Alors il y a évidemment diverses solutions. Il y a aussi le covoiturage dont on peut parler. Il y a aussi les aires de stationnement qui sont peu nombreuses, puis les parkings qui sont saturés. Tout à fait. C'est un vrai problème aussi, les parkings saturés. Tout à fait. Aujourd'hui, on a une difficulté conjoncturelle, j'espère qu'elle n'est pas structurelle, avec le foncier. Trouver des fonciers qu'on puisse dédier à des parcs relais. L'idée étant de faire, et c'est la logique d'ailleurs de l'agglomération depuis quelques années, construire des parcs relais extra-rocades pour que les gens laissent leur voiture et prennent le tramway. Il y a eu de gros efforts de fait avec le tramway depuis 20 ans. Bon, maintenant, il faut accompagner ce drainage à l'échelle de l'agglomération par un système de parcs relais, d'aires de stationnement, ou pour du covoiturage, ou en tout cas pour faire du relais avec les transports en public, mais extra-rocade. Et c'est en ce sens qu'il faut qu'il y ait une vraie discussion, un vrai partenariat entre le département et l'agglomération. Juste un mot sur les voitures. Certaines grandes métropoles ont déjà pris des mesures restrictives pour limiter l'accès aux voitures en ville, et notamment en imposant que les véhicules soient électriques, certaines métropoles. Est-ce que Bordeaux réfléchit à cette hypothèse ou pas? Il y a une réflexion. Moi, je vous dirais que personnellement, je n'y suis pas favorable dans l'immédiat. Il y a des gens, leur voiture, c'est leur outil de travail. Sans la voiture, ils ne peuvent pas se déplacer. La difficulté, pour nous comme pour d'autres, c'est que pendant trop longtemps, on a laissé faire l'étalement urbain. Les gens sont partis habiter à l'extérieur de l'agglomération. Et donc, la question du trajet domicile-travail est véritablement prégnante. Et moi, je ne suis pas vignette, une taxe comme c'est à Londres pour... Je crois qu'en termes de fiscalité, on a tous assez donné. Il y a peut-être des solutions aussi intelligentes, plutôt d'incitation, plutôt que de taxer. C'est le sens de l'histoire. Un jour ou l'autre, il y aura des véhicules électriques un petit peu partout. Se posera d'ailleurs la question de la fiscalité autour de l'énergie et du combustible. Parce qu'aujourd'hui, quand même, ce qui était l'ex-TIPP, qui vient dans les caisses des régions, c'est pas négligeable. Par quoi on le substitue? C'est une taxe dédiée sur l'électricité, à voir. Mais enfin, c'est des sujets qui doivent être mis sur la table très rapidement. Alors justement, vous parliez d'éloignement urbain, mais Gilles Savary, qui a beaucoup réfléchi sur ces déplacements urbains, estime qu'au fond, la métropole est une machine à augmenter les déplacements, travail, domicile, du fait même qu'au fond la métropole aujourd'hui exclut plutôt l'habitat aux classes moyennes et que, se concentrant de fait l'emploi, il y a évidemment une distorsion entre les deux. Est-ce qu'au fond la métropole là n'est pas responsable de cet état de fait? Non, elle n'est pas responsable, et d'ailleurs elle veut corriger cet état de fait en produisant des logements. Aujourd'hui, nos prévisions, enfin nos engagements sur la métropole, c'est de produire 6 000 logements par an. 6 000 logements par an, avec 40, en tout cas c'est la logique de Bordeaux, 40% de logements sociaux, 40% d'accession libre et 20% d'accession dite sociale. Donc on a conscience de ce besoin d'accueillir des populations, ou en tout cas de pouvoir les retenir sur notre territoire. Donc il y a de gros efforts qui sont faits. C'est, je vous dis, près de 6 000 logements par an qui sont construits sur l'agglomération. Certains maires s'inquiètent quand même de cette explosion de la construction. Alain Rousset disait que le concept de ville millionnaire est déjà dépassé. Enfin, c'est lui qui l'avait lancé. D'ailleurs, ce n'est pas le concept de ville millionnaire, c'est une agglomération millionnaire à l'horizon 2030. Oui, métropole. Métropole. Par ailleurs, moi j'aime bien les donneurs de leçons ou les enfoncer des portes ouvertes. Mais enfin, M. Rousset, quand il était député, il a voté la loi Duflot qui nous demande de faire 25% de logements sociaux. Et toutes les communes, ou en tout cas 80% des communes sur l'agglomération en Gironde, ne sont pas à ce niveau-là. Donc il y a du rattrapage à faire. Nous, concrètement, à Bordeaux, les prévisions, c'est que pour arriver aux 25% à l'horizon 2030, il faudra produire 13 000 logements sociaux, donc 13 000 logements supplémentaires.
Alors le logement, on y est, Nicolas Florian, c'est quand même au fond, comme dans certains grands milieux, aujourd'hui un souci pour se loger. Le foncier est devenu très cher et au fond, il y a une partie de la population qui peut être exclue aujourd'hui de l'habitat bordelais. Vous en avez conscience, j'imagine. Quels sont les remèdes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner à ces populations l'accès à la ville de Bordeaux? Comme vous le disiez, il y a un vrai sujet sur le foncier. Et c'est pour ça que depuis maintenant quelques années, c'est piloté par Jacques Mangon, le maire de Saint-Pé-Médard, on a mis en place la Fabrique métropolitaine, qui est un lieu, j'allais dire, de régulation sur le foncier de l'agglomération. Et on va même plus loin, c'est qu'on a adhéré à un établissement foncier public à l'échelle régionale sur notre territoire. Donc, il y a un volontarisme affiché à ce niveau-là. Nous allons, dans quelques semaines, quelques jours, proposer aux promoteurs, aux foncières, une charte du bien construire. Du bien construire. Mais au-delà du bien construire, c'est qu'il y a un minimum de régulation sur le foncier et qu'il n'y ait pas une spéculation folle. Est-ce qu'il y a des erreurs de fait, par exemple, dans certains quartiers qui sont construits aujourd'hui? Ce n'est pas des erreurs de fait, c'est que c'est l'état du marché qui fait qu'en cas de raréfaction du foncier, il y a une spéculation, donc les prix augmentent. Nous avons essayé, c'est compliqué à mettre en œuvre, de fixer des prix de sortie, X euros du mètre carré sur des opérations. C'est compliqué, mais c'est vers ça qu'il faut tendre. Et alors, au fond, ce prix du foncier est aussi dû au fait que cette ville est attractive, on y revient. On parle de ces... Oui. On ne peut pas se regretter que Bordeaux se soit développé. Donc on parle de ces nouveaux arrivants à Bordeaux. Et alors on parlait des Parisiens, mais pas que. Ils n'ont pas toujours une bonne presse, ils sont toujours très bien accueillis. Et d'ailleurs, Alain Juppé se réservait le droit justement d'engager des procédures. Qu'est-ce qui fait qu'au fond, aujourd'hui, les Bordelais sont un peu inquiets de voir arriver toutes ces nouvelles on est un peu dans un phénomène un peu irrationnel où on prête aux autres des mots qui peuvent nous appartenir d'ailleurs. Moi, je n'ai pas senti un climat délétère dans les rues de Bordeaux autour du développement de cette ville et de l'arrivée de gens qui seraient plutôt parisiens. Il y a eu un événement, CLGV, 2 heures Bordeaux-Paris, c'est un vecteur de développement économique énorme. Bon, autour de ça, il y a un peu de fantasme, un peu d'irrationnel. Bordeaux est une ville accueillante, où il fait bon vivre, et c'est pas parce qu'il y a eu quelques accès de fièvre ici ou là autour de ça, foncièrement, les gens remettent en cause l'ouverture à de nouveaux arrivants de cette ville. C'est pas comme ça en tout cas que je le vis au quotidien sur notre commune. Alors cette ville, elle construit, elle inaugure, et la prochaine inauguration, Nicolas Florian, c'est l'Arena, qui est une salle de spectacle qui était attendue par les Bordelais depuis maintenant très très longtemps. C'est pour bientôt, on voit à l'image cette belle salle. Ça va être un événement pour évidemment Bordeaux qui n'avait pas ce type d'outils, ce type d'infrastructure. Oui, et ça boucle entre guillemets un programme initié il y a maintenant une vingtaine d'années de grands équipements sur notre agglomération. Nous sommes maintenant dotés d'équipements dignes d'une agglomération de 800 000 habitants. Salle de spectacle qui était attendue par toute notre jeunesse et puis par tous ceux qui ont un prisme particulier autour de la culture, de l'animation. Bon, la patinoire n'était pas faite pour ça. Son nom en atteste, une patinoire, c'est pour faire du patinage artistique ou sportif. Donc on avait besoin d'une grande salle. Et moi je me félicite, comme d'autres, je crois que l'ensemble des élus se félicitent, de l'implantation et de l'ouverture de cette salle qui en plus a été positionnée là où elle a été positionnée par un vrai choix politique. Où à l'époque d'ailleurs le maire de Bordeaux a pesé, il n'était pas président de l'agglo à ce moment-là, pour qu'on équilibre autour des deux rives les équipements, d'un côté un stade, de l'autre côté une salle de spectacle, et qu'on équilibre notre agglomération. Par ailleurs, avec un futur pont qui a été calibré aussi pour être un pont urbain. C'est pas un simple passage de bagnole ou transport en public. C'est un pont urbain qui raccrochera véritablement la salle de spectacle et le quartier autour de Floirac au reste du centre-ville et notamment du secteur autour de la gare. Oui. Salle qui sera inaugurée le 24 janvier avec le concert de Dépêche Mode. Ça nous parle à nous, notre génération, ça nous parle. Alors Nicolas Florian, je le disais, vous êtes aussi secrétaire départemental Les Républicains, un mouvement qui est, on peut dire, en reconstruction. Alors l'élection de Laurent Wauquiez à la tête de votre parti a, semble-t-il, un peu perturbé certains de vos
grands, j'allais dire, leaders qui sont partis. On pourra en citer quelques-uns. Mais comment vous jugez, vous, cette élection? Vous n'êtes pas dans l'écurie Wauquiez, vous? Non. D'abord, elle était attendue, cette élection de Laurent Wauquiez. Dès lors que la campagne, d'ailleurs il n'y a pas eu de campagne, pratiquement s'est engagée, tout le monde savait que Laurent Wauquiez serait le futur président des Républicains. L'enjeu, il n'est pas trop là. Moi, je n'appartiens pas à un parti politique, une famille politique, simplement parce que son président est en adéquation avec mes convictions. J'appartiens aussi à un parti politique parce que je veux défendre des valeurs, je veux défendre des convictions. Voilà. Donc on est de droite plus ouverte, mais ferme. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais on doit, et c'était le discours d'Alain Juppé pendant la primaire, on ne va pas refaire l'histoire, hein, sur des sujets régaliens, effectivement, afficher une autorité qui nous est propre. Moi, je suis un gaulliste. Les sujets régaliens, ça nous parle. On doit être ferme sur la sécurité, sur toutes les questions de justice. Mais on est des humanistes. On ne s'interdit pas le débat. On ne veut pas être caricaturé dans notre discours. Et puis surtout, on se fixe des bornes. Moi, je préfère travailler et porter des projets avec les centristes que de me rapprocher de l'aile droite de notre mouvement. Vous avez adhéré au mouvement de Valérie Pécresse? Oui, moi j'accompagne Valérie Pécresse dans ses initiatives. Valérie Pécresse, ce qu'elle a proposé très rapidement, c'est, j'allais dire, plutôt que de s'intéresser au leadership de notre parti politique, c'est de pouvoir réfléchir sur la ligne politique. Quelle est notre colonne vertébrale? Il ne s'agit pas de dire qu'on est trop à droite, trop à gauche. Non, qu'est-ce qu'on pense exactement? Qu'est-ce qu'on attend de nos représentants? Quel est le projet qu'on pourrait porter face au président de la République en 2022? Est-ce qu'il y a une alternance possible? Est-ce qu'il y a une alternative possible? C'est ce vers quoi il faut tendre et travailler. Voilà. Donc, il doit y avoir plusieurs sensibilités. Plusieurs courants, mais est-ce que ça fragilise pas déjà de fait l'idée de reconstruire ce parti? On verra bien sur la durée. Ça va être un des enjeux de la nouvelle présidence et de ceux qui l'entourent, hein, de pouvoir faire vivre les différentes sensibilités et par ailleurs permettre à chacun, d'une part, de s'exprimer et puis aussi de peser dans les instances de notre parti. On part de très très bas. Je crois qu'on n'a pas bien mesuré, enfin si, on l'a mesuré, mais pas bien perçu que c'est une autre vie politique qui s'ouvre. En l'espace de quelques semaines, 2 premiers ministres et un ancien président de la République ont arrêté la vie politique. Et par ailleurs, parmi nos grands leaders, je pense à Bruno Le Maire, qui était candidat à la primaire de la droite et du centre. Il est aujourd'hui ministre du président de la République. Pareil pour Édouard Philippe. Donc il y a véritablement une espèce de Big Bang, tant sur la représentation à travers les gens qui ont des responsabilités que sur la porosité des idées, ni gauche ni droite. Ça fait quelques mois qu'on entend ça. Enfin, est-ce que c'est vraiment incarné par Emmanuel Macron? Moi, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir, face à la majorité en place, des gens qui soient ouverts et lucides quand il y a des choses qui vont dans le bon sens, et c'est le cas, on vote pour, mais aussi il faut préparer un projet d'alternance pour l'avenir et ne pas simplement laisser l'opposition à des extrêmes. Est-ce que vous regrettez par exemple que des leaders charismatiques comme Xavier Bertrand aient quitté le parti et démissionné? Est-ce que c'est un affaiblissement de fait pour vous? Je pense que c'est un affaiblissement. Moi, je préfère que les gens reviennent à nous plutôt qu'ils s'en aillent ou qu'on les exclue. Moi, je vis mal le discours de certains qui disent « Ah, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à partir ». Non, enfin, le but, c'est quand même de réunir et de fédérer plutôt que de faire partir les gens. Bien sûr que c'est dommage, mais c'est aussi révélateur d'un État. Vous savez, les militants dans un parti politique, les élus, leurs représentants, ils sont représentatifs de la population, quoi qu'on puisse dire. On a toujours l'impression que c'est des élites hors sol. D'ailleurs, il nous en faut des élites. On a l'occasion de le dire, hors sol, qui ne sont pas au contact des réalités. Si on est à l'image de nos concitoyens, et si aujourd'hui on sent une remise en question, une réflexion sur que doivent être les partis politiques, quel est leur rôle, mais ça se traduit aussi par des comportements de leurs leaders, de leurs responsables. Xavier Bertrand en est la traduction. Par ailleurs... Pas seulement, dans votre propre majorité au conseil municipal de Bordeaux, vous avez 3 de vos collègues qui ont quitté les Républicains. Ça vous a affecté? Vous aviez eu cette tentation vous-même ou... Moi, je n'ai pas cette tentation pour le moment. Moi, je vois Jean-Louis David, par exemple. Oui, voilà. Oui, il y a Joël Solari qui vient d'annoncer qu'il quittait les Républicains. Moi, je veux rester fidèle à mon parti politique.
Maintenant, comme l'a dit Alain Juppé, hein, on va voir dans les semaines qui viennent quelles sont les orientations et la façon de travailler sur ces orientations que le parti aura. Ce qui signifie que vous pourriez vous-même, ou même Alain Juppé, au fond, vous mettre en congé du parti si ça ne correspondait pas aux orientations qui sont celles que vous souhaitez voir émerger? Alain Juppé, moi j'y souscris à 100%, à fixer des lignes rouges, comme il dit. On n'en est pas là, hein, mais si à un moment ou à un autre on sentait que ces lignes rouges étaient franchies, on en tirerait les conséquences. S'agissant des alliances, moi je le répète, j'ai certains de mes amis localement en Gironde, notamment un ancien député sur la rive droite, qui explique que l'élection de Wauquiez, ça prouve bien qu'il ne faut pas faire d'alliance avec les centristes. Alors c'est lui en particulier, à chaque fois il a été candidat pour les élections municipales, il n'était pas avec les centristes, donc il n'a pas été élu. Donc effectivement, moi je pense plutôt qu'il faut aller vers les centristes et qu'on doit travailler à pouvoir porter un projet commun, plutôt que, j'allais dire, de regarder plus à droite. Moi, mais les centristes, Nicolas Ferrand, c'est ce que dit au fond le Premier ministre. Il incarne cette voie-là et il est passé chez Macron. Oui, enfin, il y a des gens aussi qui ont un regard bienveillant sur la politique qui est menée actuellement, mais qui, sur un certain nombre de valeurs, de convictions, ne sont pas dans la majorité. On verra plus tard comment ça se construit. Mais on peut très bien dire ça va dans le bon sens, et pourtant ne pas adhérer complètement. Moi, j'ai toujours redouté l'idée des partis uniques. On n'est pas dans un parti unique, ni aux Républicains, avec un truc monolithique où tout le monde pense la même chose au même moment, au même endroit. Ben c'est pareil sur la politique nationale. Emmanuel Macron, Édouard Philippe font des bonnes choses, mais par ailleurs, on n'est pas dans une République avec un seul parti où tout le monde devrait penser à la même chose. Alors il y a un petit cas particulier, peut-être à la mairie de Bordeaux, c'est celui de Mme Calmels, qui, elle, est aujourd'hui dans l'entourage proche de Laurent Wauquiez, donc un peu en contradiction avec Alain Juppé. Est-ce que ça pose un problème? La ligne est tout à fait divergente. Bon, la mairie de Bordeaux, on est sur des contingences locales. Il y a des divergences d'appréciation sur la politique nationale. Est-ce que ça la disqualifie pour Bordeaux, par exemple? Elle a quitté le navire déjà à la région, on peut dire ça? Non, elle est toujours présidente du groupe. Elle a dit qu'elle quitterait la présidence du groupe, mais enfin, ouais. C'est pas fait. C'est pas fait. Et à la ville de Bordeaux, vous voyez son avenir, vous le voyez comment? Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Enfin, ce qu'on retient des déclarations et de Virginie Calmels et du maire de Bordeaux, c'est qu'elle n'a pas vocation à prendre sa suite s'il devait arrêter. Ça, c'est une déclaration qu'ils ont faite communément. Oui. Donc ça, c'est quand même, bon, puisque au fond, Nicolas Ferrand, elle était celle qui avait été un peu choisie, désignée oui. par Alain Juppé pour lui succéder. Donc les choses ont évolué depuis. Est-ce que vous considéreriez, vous, qu'aujourd'hui, Virginie Calmels doit faire sa carrière ailleurs qu'à Bordeaux et à Paris, par exemple? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'Alain Juppé soit de nouveau candidat aux élections municipales en 2020 ou en 2021, suivant le calendrier, et pas simplement par intérêt électoral, mais parce que je pense qu'il ne soit parce qu'il n'y a pas de successeur possible ou non, parce qu'à la limite, il pourrait y avoir plusieurs personnes qui puissent prétendre. Actuellement, vous avez des noms? Bon, enfin, il y a un certain nombre d'adjoints qui pourraient, ou d'autres, il y en a des jeunes, Fabien Robert, Alexandra Ciari, Nathalie Delattre, Jean-Louis David, enfin, il y en a un certain nombre qui pourraient y prétendre, c'est pas la question, mais moi je considère, et je ne suis pas le seul, qu'Alain Juppé n'est pas au bout de sa mission et de son investissement bordelais. Et que justement en 2020 ou 2021, tout dépendra du calendrier, on aura besoin de quelqu'un qui a du poids, qui a d'autorité, pour assurer, j'allais dire, la continuité du développement de notre agglomération. On est en statut de métropole depuis peu de temps, 2014. Quel sera l'avenir de ces métropoles? C'est les enjeux dont on parlait tout à l'heure, avec quel lien avec le département, quelle intégration avec les régions, avec l'État. Et là, on a besoin de gens de poids, de gens qui sont visionnaires. C'est le cas d'Alain Juppé. Et moi, je souhaite vraiment qu'il continue son action et qu'il nous emmène avec lui dans une nouvelle étape de l'agglomération. Juste un mot pour revenir sur Virginie Calmels, qui est appelée à des fonctions au sein de votre propre parti. Elle est première vice-présidente des Républicains. Donc, c'est un poste important. Oui. Vous diriez qu'elle s'est, au fond, un peu coupée de sa base bordelaise, y compris avec les élus de sa propre famille. Elle peut finir le mandat, éventuellement? Enfin, il faut poser la question à elle, pour savoir si son engagement national est compatible avec son engagement local. Enfin, c'est à elle qu'il faut poser la question. C'est vrai qu'elle s'investit beaucoup dans la destinée des Républicains, et d'ailleurs, elle apportera aux Républicains au niveau national. Maintenant, c'est pas à moi de juger si c'est compatible avec un agenda et une activité bordelaise. Jusqu'à maintenant, ça n'y a pas posé de problème. Alors, juste, il nous reste 2 minutes, 1 minute, Nicolas Florian.
Le Parti Les Républicains, dont vous êtes aujourd'hui le secrétaire départemental, est en train de construire son programme. Vous diriez, si vous deviez y travailler à ce programme, quels doivent être les axes fondateurs en 2 mots? Mais d'abord, plus qu'un programme, parce que quand on parle de programme, on parle déjà de propositions concrètes de gouvernement. Moi, je pense qu'il faut qu'on retravaille véritablement sur le fond et qu'est-ce qui nous réunit, quelles sont nos valeurs. On parlait tout à l'heure du Front National, il ne s'agit pas simplement de dire qu'on ne va pas faire d'alliance avec le Front National, c'est de répéter qu'on combat les idées du Front National, qu'on explique pourquoi c'est pas bien d'adhérer à ces idées, que c'est pas utile. Bon. Et ça, je crois que il nous faudra du temps. Faire aussi l'examen des raisons de nos échecs successifs depuis 2012. 2012, Nicolas Sarkozy a été président de la République, il a fait de belles choses pour ce pays, néanmoins il a été battu. Et en 2017, à une période où nos candidats, notre candidat, après la primaire, aurait dû être élu président de la République, ça n'a pas été le cas. Donc ça réclame un examen de conscience et qu'on ait un espèce d'inventaire sur, d'une part, le fond et la forme, comment on porte toutes ces idées. C'est pour ça que, s'agissant d'un programme ou d'un projet, moi je suis un militant pour qu'il y ait des primaires, peut-être plus tôt dans le calendrier, bien avant 2022, où on puisse confronter justement les projets de chacun et qu'il y ait, comme la dernière fois, plus de 4 millions de personnes qui se déplacent pour y souscrire. Merci Nicolas Florian, merci. Je précise que vous participez à la dernière émission de Dimanche en politique de l'année. On se retrouvera avec plaisir après les fêtes à partir du 14 janvier pour une spéciale CES à Las Vegas. Donc je vous souhaite à tous d'ici là de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Restez avec nous dans un instant. Vous avez rendez-vous avec le journal de la mi-journée. Merci beaucoup de votre fidélité pour cette année. Merci.